à tous, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous. Seul en territoire conquis à l'Assemblée nationale du fait des législatives, dit-on exclusives, du 28 avril dernier, impossible pourtant pour eux de se la couler douce. Le BR et l'UP, les deux partis politiques dont on attribue à tort ou à raison la paternité au président en exercice, Patrice Talon. Juste un an d'exercice dans un environnement presque douillet pour eux, mais déjà des grincements de dents. Ça, cela coule pas du tout dans la quiétude. Des démissions en cascade de part et d'autre, départ d'un parti pour un autre et vice-versa. Les idéologies, elles, sont manifestement passées par perte profit. Campagne de débouchage tous azimuts entre UP et BR, conséquence d'une réforme politique mal conçue. Le débat avec deux professionnels des médias, pas n'importe lesquels, des analystes politiques. Sur la matière, assez d'éléments à partager avec nous. Déjà sur ce plateau, Gabin Goubi, journaliste, il est analyste politique. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tout le monde. Et merci d'être là, une fois encore. C'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Donc en face de lui, un autre confrère, Jasper Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication de la Dépêche. Jasper Anago, bonjour. Bonjour cher confrère, bonjour. Gabin. Comment vous portez? Ça va très bien. Merci d'être là. Eh bien, pratiquement en roue libre, dit-on, sur l'échiquier politique national. Les formations de l'opposition, dans leur grand ensemble, toujours en difficulté. Le BR et l'UP, les deux partis politiques très proches du président Patrice Talon, les seuls siégeant d'ailleurs au Parlement du fait des législatives exclusives du 28 avril, n'ont visiblement pas la cohabitation facile. Croc en jambe, peau de banane serait la constance dans un environnement fait d'une guerre de leadership excessive. La cacophonie ambiante aura été dévoilée au grand jour par les démissions en cascade observées jusqu'à présent, ça et là. Gabin Goubi, vous l'observez, à un moment donné, cela a même retenu votre attention. Une plume y a été consacrée. Comment cela se comprend? D'aucuns ont dit ce sont des agissements de début qui vont se calmer, mais plus les jours passent, ça se poursuit, le phénomène. Oui, il ne peut en être autrement. Vous savez, à l'avènement de la réforme du système partisan, les gens ont été obligés de s'aligner derrière des leaders, de se fondre dans des blocs, quoique ne partageant pas forcément les mêmes idéologies. Donc il y avait ce problème-là qui s'est posé à l'avènement même de la réforme du système partisan qui est traduite à travers la nouvelle charte des partis politiques. Donc ceux qui allaient s'aligner dans les blocs, se fondre dans des grands ensembles, n'étaient pas forcément préparés à la chose. Donc il y avait un certain le caractère hétéroclite de ces blocs-là ne présageait pas déjà d'une bonne cohabitation au sein même des blocs. Maintenant, si on parle de ces blocs-là, il y a que les deux parties qu'on dit souvent jumelles, les deux formations qui sont proches, qui ont été, vous l'avez souligné dans votre introduction, qui ont été mises en place presque par le chef de l'État. Il n'y a que ces deux parties-là, dès que les choses ont commencé à s'installer au niveau du Parlement et autres, les intérêts ont commencé par agir et puis on a senti d'un camp comme dans l'autre qu'il y a de ces jeux de coups bas, de ces querelles politiques qui sont, il faut le reconnaître quand même, légitimes à chaque formation politique, à chaque institution, l'Assemblée nationale qui est l'institution par excellence où se cuisine même la politique. C'est normal qu'il y ait de ces genres de divergences. Mais quand ça sort de ce champ-là, quand ça se traduit sur le terrain, au début, beaucoup avaient pensé que c'est de la façade, c'est juste du théâtre pour endormir les gens, pour tenter de montrer qu'il y a une opposition entre ces deux formations-là. Mais tant que les jours, au fil des jours, on sent que c'est beaucoup plus sérieux. Et puis les coups bas se font jour et puis on a l'occasion d'en revenir. Oui, on y revient, c'est sûr. Oui, Jasper Anago, vous l'avez aussi observé, mais lorsque, comme on le dit, peut-être c'est un abus de langage, les enfants issus d'une même famille, ça arrive à se donner les coups. Est-ce que les critiques aujourd'hui qui suivent ces deux formations ne sont pas un peu de trop? Mais non.
j'en ai toute une autre lecture, moi. Pardon. Vous savez, il y a une anecdote qui dit souvent que un bien mal acquis ne profite pas ou ne profite jamais. Et je voudrais même ajouter, un bien mal acquis ne profite que rarement ou même pas du tout à l'usurpateur. Dans le cas d'espèce... Vous parlez vraiment du même sujet? Bien sûr, et je vais en arriver, vous voudrez bien le permettre, chers confrères. Le bien mal acquis, je le répète, ne profite pas. Cela étant déjà net, il se trouve dans le cas d'espèce que le bien mal acquis ne saurait profiter à l'usurpateur. Les deux usurpateurs, en l'occurrence, les deux partis politiques du chef de l'État, qui se sont vus un beau matin propulsés ou projetés à l'hémicycle. Pour des élections qui n'en ont pas été une, pour une compétition qui n'en a jamais été une, il y a de raisons que l'on se retrouve projeté au devant de la scène, on se retrouve sur les sièges d'un hémicycle qu'on n'avait pas préparé à occuper. On n'est pas allé au combat. Et les élections ont été des élections exclusives. S'il y avait eu de véritables élections, je me demande si le tiers de ceux qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les deux partis confondus, pourraient y être. Ma réponse est non. Les statistiques existent. Et il faut vouloir faire l'aveugle pour ne pas les reconnaître. Donc, tout ce qui se passe à l'Assemblée devrait pouvoir se passer à l'Assemblée dans la mesure où, ou même en dehors de l'Assemblée. Mieux encore, les coûts ne se situent pas entre ces deux formations seulement. Je ne voudrais pas citer de nom de formation, je ne voudrais pas citer Mouel Bénet qui se plaint depuis belle lurette qu'il fait objet d'attaques inadmissibles et incompréhensibles. C'est ça en fait le problème. Aujourd'hui, ils se sont installés, les deux partis politiques qui ne s'y attendaient pas. Mieux, les antagonismes d'intérêts font que ces partis politiques ont perdu de vue ce qui devrait être leur rôle à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on me cite véritablement combien de fois on les a vus à l'œuvre, à l'ouvrage, dans ce qui devrait être leur rôle. Nous sommes en train de traîner une longue crise de fermeture des frontières, mais aucun député de l'une ou de l'autre formation politique du chef de l'État n'a eu le courage ou n'a eu l'opportunité, n'est-ce pas, d'interpeller le gouvernement. Et sur beaucoup d'autres sujets. On a vu aujourd'hui le système éducatif qui est complètement déconfiture du fait de ces réformes. Mais aucun de ces députés n'a eu le courage ou le culot d'interpeller le gouvernement. Donc, ils ne sont pas à l'Assemblée pour jouer ce rôle parce qu'ils se sont retrouvés comme par hasard, comme par miracle. Et donc, il y a donc venu comme par miracle, on est obligé de se donner des coups. Mais vous ne vous y êtes pas préparé et vous vous retrouvez. Alors là, il y a pas mal de situations qui se créent. Ces députés ne s'attendent pas à ce qui leur est arrivé. Eh bien, donc, il y a lieu qu'ils se défoulent. Ils sont en train de se défouler. Quand vous ne vous attendez pas à ce que le bonheur vous sourie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe généralement? On s'en occupe. On jette aussi l'argent par la fenêtre. Bon, okay, c'est logique. Oui, mais vous avez souligné un aspect tout à l'heure. Vous disiez que ce sont des gens qui se sont retrouvés pratiquement par la force des choses, parlant de grands regroupements. Mais est-ce qu'il faut vraiment perdre de vue qu'à un moment donné, la nécessité de se présenter au peuple s'était imposée? Et là, il fallait des projets, il fallait un cahier de charges. Et à l'occasion, les deux formations ont expliqué qu'ils travaillent en fonction, les deux partis politiques, qu'ils fonctionnent sur la base d'idéologies très claires. Même s'il y a eu beaucoup de récriminations tout autour, certains disant ne se retrouvant pas dans ce qui a été fait, mais ils n'ont pas manqué d'apporter des explications. Quand vous prenez le bloc républicain, c'est des républicains, comme ils se le réclament. Quand vous prenez l'Union progressiste, c'est des socialistes. Alors, et au départ, il a clairement été expliqué, si nous sommes ensemble, parlant de chacune des formations, c'est parce qu'un travail a été fait, un travail préalable a été fait, et voyant l'aspiration de chacun, les perches ont été tendues et les regroupements ont été faits en conséquence. Aujourd'hui, ici, on parle autour de l'idéologie de ces deux formations. Est-ce que ce n'est pas aussi se tromper des facteurs motivants sur à quoi on assiste?
Oui, je vous vois là un peu caricaturer un peu la situation. Je ne veux pas penser que vous êtes en train de vous moquer de cette déformation politique, mais ce que vous êtes en train de dire, ça traduit bien ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en termes d'idéologie, moi, je me demande si les militants de ces blocs, les différentes personnalités, ont réellement intégré les notions bien attrayantes dont que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir socialisme républicain, tout ça. Qu'est-ce que le citoyen lambda y comprend réellement? Même les leaders de ces formations-là. Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vraiment préparé. C'est-à-dire, il y avait la perspective d'une élection dès la loi qui est votée courant 2018, je crois, et quelques encablures seulement des élections législatives. Donc, il fallait y aller. Et puis, bon, ceux qui ont fait enfin, ceux qui se sont jetés au départ et qui ne s'étaient pas retrouvés forcément dans ce qui se faisait dans ces formations politiques et en création là, ont été obligés de se retirer. Et par la suite, vous avez vu qu'il y avait d'autres qui avaient été obligés de faire les élections, d'aller aux élections par la force des choses. Mais par la suite, les frustrations ont commencé à naître et se sont retirées. Parce qu'il fallait, le leader charismatique, c'est-à-dire la personne autour de laquelle les formations politiques étaient fédérées, c'est Patrice Talon. Donc il fallait peut-être pour le contenter, pour lui faire plaisir, essayer de faire le sacrifice, mais on ne peut pas ranger son frein tout le temps. Donc on était obligé de sortir du lot. Et après les élections législatives, si vous me permettez, vous avez constaté que c'est là les jeux de débauchage ont réellement commencé. Parce que d'aucuns se disaient, on a été laissé en rade dans les positionnements, on ne se sent pas véritablement dans le lot. Si vous voyez au sein de l'Union progressiste, de façon particulière, il y a cette floraison, il y a beaucoup de leaders politiques, et puis cette guerre de leadership-là est là de façon permanente, et puis ça constitue un véritable goulot d'étranglement. Le Bloc républicain s'assimile aujourd'hui à un monstre à 3 têtes. Et vous voyez, il y a un lot pour Abdoulaye Biotchane, un autre qui s'est fédéré autour de Robert Bihan, une autre coalition qui a annoncé autour de Jean-Michel Abimbola. Et vous avez dû remarquer lors de leur dernière journée de réflexion, je crois, au niveau de l'esplanade de l'Assemblée nationale, que ni Robert Bihan ni Abimbola n'y étaient. Et cela a été critiqué dans la presse. Donc ça traduit un peu un malaise qui s'observe au sein de cette formation politique-là. Donc il y a ce fait que les gens n'ont pas réellement intégré l'idéologie même du parti, savoir qui se réclame républicain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment intégré ce que ce parti-là prône? Parce que hier, ne savez pas, c'est des acteurs politiques qui étaient sur 2 terrains divergents. Il y avait ceux qui ont fait l'opposition, d'autres qui ont fait la mouvance, qui se sont forcément donné des coups. Peut-être certains veulent profiter de leur position dans les nouvelles formations politiques pour se venger, pour prendre leur revanche sur d'autres et tout ça. Et moi, je me dis que c'est des formations politiques et il reste beaucoup à faire pour obtenir la cohésion véritablement souhaitée. Quand la cohésion, oui, on pourrait se la poser cette question. Mais Jospé Zoanago, on n'oubliera pas qu'à l'origine de ce grand ensemble, il y a un travail de fourmi, manifestement, qui a été fait, conduit de main de maître par l'une des figures emblématiques de la classe politique béninoise. On ne le cite plus, député durant toutes les législatures, ancien ministre du Plan, plusieurs fois numéro 2 au sein des gouvernements précédents. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'à l'arrivée, on assiste à toute cette saignée. Chers confrères, j'avoue que j'ai beaucoup aimé quelques éclairages de mon confrère ici présent, en ce sens que il a su comprendre, il a su expliquer aussi que cette formation, la plupart des formations, ou toutes les formations politiques, n'étaient pas prêtes avant de se jeter dans cette aventure. Pardon. C'était une aventure, les choses n'ont pas été bien préparées. Les réformes du système partisan s'est imposé à tous et pour faire plaisir au chef de l'État. Parce qu'au départ,
rappelez-vous, c'était d'abord un grand ensemble. Et après, c'est allé à 2. D'autres se sont mis de côté parce que cela n'était pas possible. Se creuser tel que le voulait le chef de l'État en y insistant n'était pas possible. Le timing était à l'étroit et les objectifs qui étaient imposés pratiquement aux uns aux autres ne pouvaient pas tenir. Et donc, on en était là. Lorsque certains commençaient à se mettre de côté, le PRD est parti, d'autres aussi. N'oubliez pas qu'il y avait des formations politiques qui étaient à l'avant-garde de ce processus et dont on ne parle plus aujourd'hui, par exemple. Et donc, les frustrations, il faut le reconnaître, existaient. Mais ce qui se passe, moi j'ai bien l'impression que les deux formations politiques en présence au niveau de l'Assemblée nationale voudraient avoir l'attention du chef de l'État. Enfin, chaque parti politique voudrait avoir l'attention du chef de l'État. Voudrait forcément que soit plus proche du chef de l'État. Au départ, il y avait l'une des deux formations qui était supposée être le parti du chef de l'État. L'autre, ne voyant pas ça d'un bon oeil, fait des pieds et des mains pour s'attirer les faveurs du chef de l'État. Et donc, cette lutte va durer autant que ça durera parce que les conditions de mise en place de ces deux partis devraient générer ce que nous vivons aujourd'hui. Le président de la République ne devrait pas s'engager dans cette démarche, ne devrait pas susciter la création de ces partis politiques. Il devrait faire en sorte de rester au-dessus de la mêlée. On ne devrait pas non plus précipiter ce que nous vivons aujourd'hui comme système partisan ou réforme politique. Ce qui n'est que le juste retour de ceux auxquels les uns et les autres avaient voulu rester un peu en marge. Ils sont confrontés à la réalité politique. Une chose était de se mettre ensemble, de faire semblant de se mettre ensemble et se partager les dividendes. Je parlais des voix issues de cette élection exclusive. Mais aujourd'hui, face aux réalités, il faut maintenant il faut s'affronter sur le terrain. Et c'est là où, étant tous partisans du chef de l'État, ils ne peuvent pas se garder de se rentrer dedans. Il n'était pas vraiment prêt, avez-vous dit tout à l'heure, votre vis-à-vis aussi. Alors, dans cette aventure, peut-on alors dire que seul le chef était véritablement prêt? Le chef aussi, je voudrais bien... J'aurais tout donné pour croire que le chef était prêt. Mais au regard de ce qui se passe sur le terrain, le chef aussi n'était pas prêt. On avait... Le président de la République a pris les rênes du pays et n'avait que 5 ans à faire. En 5 ans, il ne peut pas se destiner ce qu'il a engagé. C'est un chantier qui lui tenait à cœur, ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce n'était pas le seul. C'est vrai, de loin, il observait. Il n'est pas néophyte pourtant de la politique béninoise. Oui, il s'y connaît. Et donc, de regard ou de sa position d'observateur, des constats faits, il a pensé qu'on pouvait apporter cette touche-là. Mais il faut un temps pour chaque chose. L'engagement, là, devrait durer sur un temps. Et ce n'était pas, de ma part, oui, de mon point de vue, cela ne devrait pas pouvoir se faire en un mandat. Le système partisan, réformer le système partisan ne devrait pas se faire en un laps de temps. Le chef de l'État l'a voulu aussi. Mais les résultats sont là. Alors, le facteur temps aurait-il pris au dépourvu aussi bien le chef de l'État dans son aspiration profonde que les politiques qui, quand même, lorsqu'on annonçait le projet, disaient tous être déjà prêts, il faut y aller maintenant, appelant même ceux qui étaient sceptiques à venir rejoindre la barque. Oui, si vous avez suivi le discours d'ouverture du dialogue politique tenu les 10, 11 et 12 mai au Palais des Congrès, le chef de l'État a bien dit que lui-même, il a été obligé de constater que les formations politiques n'étaient pas véritablement prêtes à s'engager. Donc le dialogue politique est intervenu presque comme une occasion pour faire un bilan à mi-parcours de ces réformes-là. Et la preuve, c'est que quelques jours après, on a été obligé de revoir un peu les dispositions qui, au niveau de la charte des partis politiques et au niveau du code électoral, n'auraient pas marché. Je suis conscient de ce que... Avant d'évoluer justement sur cet aspect, on a constaté que cela n'empêche pas pour autant les gens de continuer à se lever un beau matin et dire, bon, écoutez, chers amis, je vous fausse compagne. Voilà. Je reste de l'autre côté, voilà. Je vous observe. Donc ça ne règle pas
ça ne règle pas véritablement le problème de la transhumance. Et ça, là, c'est un véritable problème. C'est même l'une des grandes insuffisances de cette réforme. Parce que si on va à une réforme du système partisan, en l'occurrence, c'est pour essayer d'asseoir un peu un engagement militant dans le cœur de ceux qui vont s'engager sur la vie politique. C'est-à-dire, si aujourd'hui, il m'est loisible de me faire élire sur une liste et de démissionner demain, je pense que c'est les mêmes travers qu'on dénonçait souvent, d'autres systèmes qui reviennent. Donc, il faudrait véritablement continuer les réflexions pour voir s'il ne faille pas un jour revoir la chose. C'est vrai que les députés, lors de la plénière qui leur a permis de toiletter la Constitution, ont reconnu à un député titulaire, par exemple, de vouloir reprendre son poste s'il essaye à tout moment. D'abord, cela crée une insécurité au niveau du choses là. Donc, moi, je dis que c'est des réflexions peut-être pour limiter un temps soit peu la transhumance, parce que celui qui a été votre suppléant peut arriver, une fois arrivé à l'Assemblée, être approché par des gens d'un camp qui n'est probablement pas le vôtre et peut tenter de démissionner pour aller de l'autre côté. Donc, dans ce cas-là, on peut estimer que c'est une réponse partielle au problème de la transhumance, mais cela ne règle pas totalement tout. Donc, il faudrait qu'on continue les réflexions, on évolue pour que aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de l'engagement, même du militantisme, même, soit réglé. Parce que c'est vrai, quand il y a une nouvelle donne, ça crée des bouleversements. Mais ce qui se passe là, avec les deux frères qui sont censés être siamois, comme d'aucuns le disent souvent, ça n'augure pas du tout d'une bonne chose. Et je veux, pour les prochaines élections, je pense que ce ne sera pas du tout un match amical entre les deux, même si c'est ce qu'on a semblé observer lors des élections législatives. Moi, je parie que pour les prochaines échéances communales et municipales, ce ne sera pas du tout. Parce que les propos, vous n'avez qu'à suivre les propos que les gens s'échangent sur le terrain. Vous avez vu à Calavi, par exemple, dans la 6e circonscription électorale, au lendemain du ralliement de l'ancien maire d'Abomey Calavi, le colonel Oussou Guédé, vous avez vu les proches, les collaborateurs du maire en exercice, Georges Bada, se sont ouvertement pris à certains propos qu'aurait tenu le ministre Samoa Dambi, qui disait que certains élus locaux étaient en train d'être débauchés. Ils étaient en train d'être menacés par l'actuel maire de Calavi. Et c'était vraiment vrai. Moi, j'ai fait des investigations. Il y avait d'énormes pressions sur des conseillers, des élus locaux qui s'apprêtaient visiblement à rejoindre l'autre bloc. Donc, on leur faisait du chantage, on les menaçait de leur retirer certains avantages. Donc, c'est dire où est-ce qu'on a atteint, où est-ce que cela a mené. C'est vrai que c'est normal d'aller à la conquête de l'électorat. Un parti a vocation à avoir un ancrage au plan national, à aller à la conquête. Mais tel que ça se fait là, franchement, ça manque d'éthique, ça manque de vertu. Et je crains que la spécificité de ces deux formations, disent plus d'un, c'est d'être presque l'aspiration profonde d'un grand homme, le chef de l'État. Et donc, une oreille plus ou moins attentive, aussi bien venant de l'homme que des leaders des dites formations. Alors, une des formations que certains perçoivent comme étant régentées directement de là-haut. Lorsqu'on a un schéma comme celui-là, et qu'il y a cette tempête, est-ce qu'on ne peut pas la considérer comme juste une tempête dans un verre d'eau et que quelqu'un peut, d'autorité, siffler la fin de la récréation? À l'étape actuelle des choses, il sera difficile au chef de l'État pour le désigner de siffler la fin de la récréation. Ah non? Comment ça? Oui, bien sûr, parce que, voyez-vous, il a réussi, il faut le reconnaître, à se faire deux partis politiques qui se sont retrouvés à l'Assemblée. Et donc, il lui sera difficile de les discipliner désormais. Si on est à une autre élection législative, cela se comprendrait. Les uns les autres devraient quand même... Vous voulez dire qu'à ce niveau-là, il peut se voir pousser des ailes et donc désobéir, c'est cela? Sans même vouloir désobéir au chef, ils vont désobéir parce que les intérêts en ce moment ne sont plus ceux qui avaient poussé le chef à mettre en place ces deux formations.
ça, c'est ma lecture à moi. Le chef de l'État avait tenu à ce que forcément ces formations à lui puissent se retrouver au haut du pavé. Et ça lui permettrait donc de pouvoir mener à bien faire son job, de faire son travail sans différer, sans qu'il n'y ait de couac. Il a réussi son job et ces deux parties ne vont jamais lui mettre les bâtons dans les roues. C'est réglé. Donc que l'un voulant assassiner l'autre, ce n'est pas le job du chef de l'État et il ne lèvera pas le petit doigt pour venir à la rescousse de l'un ou de l'autre, bien que certains le soupçonnent d'être plus proches d'un parti. Ce qui, selon moi, engendre encore ces inimitiés, parce que le parti qui se sent ne pas être celui du chef ferait tout pour être celui du chef. Et donc, le chef ne fera rien, de mon point de vue, pour siffler la fin de la récréation, parce que quelque part, ça l'arrange. Alors, Gabin, dans ce schéma-là, peut-on voir le chef de l'État comme un spectateur joyeux? Joyeux, spectateur, d'accord, mais un spectateur joyeux, je ne saurais le dire. Vous savez, j'ai l'impression que le chef de l'État observe tout ce qui se passe, mais exprès, il les regarde faire. Oui. Il est au courant. Regardez exprès, pourquoi? Oui, parce que c'est des gens, il se dit, c'est des gens suffisamment responsables. C'est vous-même qui avez, vous êtes engagé sur cette voie-là, et donc vous avez à vous gérer. C'est vrai que, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, les intérêts qui guidaient un peu, qui amenaient les gens, qui imposaient le silence, l'omerta à certains lors des législatives ne sont plus sur le tapis. Maintenant, vous avez vu que certaines langues ont commencé à se délier, où déjà certains affichaient des faisaient des vérités ou bien émettaient des souhaits que, bon, entre nous, c'est comme si c'est monocolore. Vous avez eu des thèmes comme c'était, je ne sais pas ce que c'est le thème qu'a employé le professeur là en temps. Bon, il disait que c'était monocolore. Bref, l'Assemblée nationale, ce n'est pas ça. Pour certains qui avaient été députés dans le temps, hein, c'est comme s'ils regrettaient un peu de végéter dans cette monotonie-là tout le temps. Bref, le chef de l'État, il observe, il sait ce qui se passe, il voit faire, mais il se dit, bon, c'est de bonne guerre, c'est de la politique, mais ce n'est pas qu'il est content ou bien qu'il se réjouit du sort que des coups bas que ces deux formations politiques alliées là se font. Et il se dit, bon, si je me mets dedans aussi, est-ce que les gens ne vont pas me dire que voilà, c'est toujours moi qui suis ombrageux, j'interviens dans tout, ainsi de suite. Bon, ils verront voir. Je suis sûr que c'est quand les menaces seront persistantes, c'est-à-dire les menaces auront trait à l'opposition, que le chef de l'État viendra dire, mais là, attends, votre guerre là, ce que vous êtes en train de revendiquer, votre opposition, vos contradictions là, ça risque de nous faire perdre telle mairie, ainsi de suite. Et là, je crois qu'à son temps, il saura siffler la fin de la récréation pour dire, mais en quelque sorte, entendez-vous, pour barrer la route à nos ennemis, enfin à nos adversaires, pour faire tel. Mais pour l'heure, je pense qu'il se dit, bon, c'est vous-même qui avez vu la pertinence des réformes, il faudrait vous gérer. Alors, Guiguerre, au sein de ces deux grandes formations, de l'autre côté, il y a de ces formations qui accompagnent quand même aussi le chef de l'État qui observe. Et quel pourrait être l'impact de la scène qui s'observe au niveau de ces deux blocs sur les autres formations qui se réclament toujours de la même cour? Bon, et puis j'ai l'impression que ces formations, certaines d'entre elles ont bien compris l'opportunité qui pouvait s'offrir à elles. Et je ne voudrais pas citer de nom, bien que je sois tenté de le faire. On les voit sur le terrain qui bataillent fort. C'est vrai que ces formations dénoncent les pots de banane que l'une ou l'autre des deux formations à l'Assemblée glissent. Cependant, on les voit très attachés à leur job sur le terrain. Ils travaillent ces derniers temps, ils font montre de créativité. Ils sont sur le terrain parce que on peut récupérer cette situation de guéguerre ou de malcompréhension entre ces deux formations qui se disaient les plus grosses formations sur le terrain. Vous voulez dire qu'il y a des limites que ces leaders peuvent franchir en étant... Aujourd'hui, on quitte BR pour UP, UP pour BR. Vous voyez des leaders pouvoir quitter ces deux blocs-là pour aller s'abreuver ailleurs? Non, pas du tout. Il y a d'autres formations proches du chef de l'État que je suis en train de voir très tenaces sur le terrain
qui voudraient renverser la vapeur. Comment renverser la vapeur si allons... le déplacement ne se fait qu'au niveau des deux formations? Mais nous allons bientôt à des élections. Moi, je suis en train de faire une autre lecture. Nous allons à des élections. Et donc, il y a des formations qui étaient restées en rade, qui ne sont pas à l'Assemblée aujourd'hui, mais qui n'en supportent pas moins la politique du chef de l'État. Je ne voudrais pas en citer. Il y en a au moins... Non, il n'y a pas de problème, on peut en citer, puisque ce n'est pas le fait d'injure. Il y a par exemple Moïse Bénet, qui s'est découvert un certain nombre de pugnacités sur le terrain aujourd'hui, qui n'est pas pour autant à l'Assemblée nationale. Et qui se plaint de ce que il est régulièrement attaqué par ses autres frères de l'Assemblée nationale. Enfin, du moins, c'est les deux partis très très proches du chef de l'État. Il y a l'UDBN, il y a d'autres formations politiques qui sont en train de travailler sur le terrain en ce moment. Et ce qui risque de se passer, les toutes prochaines élections, pourront être fatales pour ces deux formations politiques si cette guerre perdure. Parce que d'autres vont récupérer les lauriers. Gabriel, est-ce qu'on peut voir de la récupération ou des plumes que ces deux grandes formations proches du chef pourraient laisser tomber au profit d'autres qui ont besoin aussi d'aura et de plus de visibilité? Tout à fait, il va de soi. La politique a horreur du vide. Quand vous laissez, d'autres vont prendre. Pour ne pas... Des guerriers, mais ils s'occupent, ils continuent de travailler. Bon, c'est de façon... Moi, je pense que c'est le baromètre pour mesurer un peu l'ancrage d'une formation politique, c'est les élections. C'est les élections et tout ce qui se fait là, moi, je me dis, est-ce que ce n'est pas des calculs qui se font pour que, dans la perspective des prochaines élections, moi, je m'attends à voir, même à la veille, le dépôt des listes, vous allez voir des gens se retrouver leur nom ailleurs, parce que... Quand vous dites ailleurs, vous répondez à la question que j'ai posée précédemment à votre... Tout à fait, que des gens puissent se permettre de quitter ces deux grands blocs. Ah oui, mais ça va se chanter. Vous allez constater, dès janvier prochain, vous allez voir que le phénomène va même s'exacerber. Vous allez voir des gens quitter sur un coup de tête. Ils vont se dire que, attention, on est en train de mettre un piège. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas retrouvés dans les positionnements qui avaient été faits lors des dernières élections législatives, qu'on a qualifié d'exclusive. Et si aujourd'hui, ils ne se réveillent pas tôt, ils risquent d'assister au même phénomène. Donc ceux-là ne se laisseront pas forcément faire. Or, quand vous avez des leaders qui ont les amis, parce que n'oubliez pas, les blocs dont vous parlez sont issus d'anciennes formations politiques. Donc les leaders, ils se connaissent, ils se surveillent, ils savent que, bon, il y en a qui ont leur cercle de partisans et de militants, et ils seront plus portés à faire la promotion de ceux-là que de faire la promotion de Y qui est venu avec ses partisans à lui, tout ça. Mais ils se surveillent. Et je trouve que cela constitue véritablement un problème dans la collaboration même avec les leaders. Il y a des formations pour des semblants de trucs là. Vous ne vous êtes même pas posé la question pourquoi est-ce qu'aucune de ces deux formations politiques-là n'a jusque-là tenu son congrès. Et son premier congrès ordinaire. Normalement, c'est dans les tests qui les régissent à 1 an. Vous devez tenir votre congrès ordinaire. Aujourd'hui, nous sommes le 16, je crois bien. Formations politiques sont censées avoir tenu d'abord leur premier congrès ordinaire parce que les deux sont nés, je crois, en début décembre 2018. Donc, c'est dire que il y a des non-dits là. Il y a des non-dits là. C'est vrai que certains militants ne se posent pas la question, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en sourdine parce qu'aucune raison officielle n'est avancée pour justifier la non-tenue de ce congrès ordinaire là. Donc, je me dis, il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes internes en leur sein. On a appris un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on ne veut pas les étaler sur le plateau ici, mais il y a beaucoup de problèmes en leur sein et il faudrait qu'on règle ça si on doit véritablement affronter les prochaines échéances électorales en bonne intelligence. Autrement, ce serait une déconfiture totale. Donc, je ne suis pas dans la logique de penser que, bon, ils ont représenté à l'Assemblée nationale, c'est les plus grandes formations politiques, encore que, vous savez, les taux avec lesquels le taux de participation qu'on a enregistré à ces échéances électorales. Donc, les deux formations politiques, ils ont un bataille dur. Si véritablement les élections actuellement sont ouvertes à d'autres formations politiques, il a parlé de Moël Bénin, de l'UDBN, et pourquoi pas du PRD qui est en train de fouetter ces cellules, de les installer dans tout le pays. Donc, c'est dire que la bataille sera rude, à moins qu'on assiste, comme cela a été le cas de par le passé, à un blackout ou à une exclusion de ces formations-là. Et vous répondez à la question, un blackout, c'est encore possible? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que le chef de l'État aujourd'hui est dans une logique d'ouverture. Moi, je me dis, le Parlement, le chef de l'État qui a déjà
Parlement, je ne dirais pas à sa solde, mais qui a une majorité confortable au Parlement, je me dis qu'il a déjà assez de marge de manœuvre. Il y a déjà assez de marge de manœuvre pour opérer. Donc c'est inscrit depuis quelque temps dans une logique de décrispation de la tension sociopolitique, il va forcément essayer de concéder certaines formations politiques. Oui, vous voyez la question sous quel angle? Non, mais parlant de blackout, il peut y en avoir. Il peut y en avoir forcément. Et moi, je veux prendre le cas de l'FCBE. En ce moment, l'FCBE, moi je dis ceci, le chef de l'État en avait besoin pour aller au dialogue politique. Aujourd'hui, l'FCBE ne lui sert plus à rien. C'est-à-dire l'aile qu'on a utilisée. Ça a été pressé, j'étais comme n'importe quoi. Non, mais ils existent, ils continuent de revendiquer leur résistance. Avec des notes de service que vous suivez. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, de façon claire, l'FCBE, si les deux ailes n'arrivent pas à s'entendre, ça ne fait l'affaire de personne. À un moment donné, le chef de l'État en avait besoin pour justifier le dialogue politique. L'FCBE ne serait pas à ce dialogue. Je continue de le croire que ce dialogue n'aurait pas eu lieu ou n'aurait aucune substance. Le dialogue en tant que tel n'était rien, mais c'est que derrière, on a voulu avoir un faire-valoir. On a voulu légitimer une action, c'est la révision de la Constitution. Le chef de l'État est parvenu à cela. Donc, que mon père et les siens s'entendent, ce n'est plus son problème. La question du blackout, oui, ça vient en ce sens que si les deux ailes qui se chamaillent ne savent s'y prendre, il n'y aura pas de FCBE aux prochaines élections. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le blackout. Ok, le blackout. Parce que la justice peut Alors, la question de la morale et de l'éthique, finalement, qui visiblement semble revenir quand on observe tout ce jeu de chaises musicales, si officiellement on a tous clamé Obier Tombi, être convaincu de l'idéologie de telle ou telle autre formation politique, et qu'à l'arrivée on se découvre subitement que on n'avait pas bien compris l'idée forte qui avait été vantée. Ça se joue finalement comment? Et on arrivera à régler ce problème de transhumance quand? D'abord, pour répondre à votre interrogation, je dirais le on en question se rend compte aujourd'hui que les observateurs avaient raison. C'est-à-dire les analystes et autres observateurs disaient à l'époque que ces deux formations n'avaient pas d'idéologie. On les a voué hégémonie, comme quoi il y a d'un côté les républicains et de l'autre. Mais quand est-ce qu'ils sont devenus républicains? Sur quel parcours ont-ils conçu ou construit leur idéologie? Si vous n'avez pas d'idéologie, je ne sais où vous allez. Donc aujourd'hui, c'est un méli-mélo, un véritable panier à crabe pour les deux formations. C'est-à-dire, on voit des gens qui sont pratiquement républicains pontins de l'autre côté et vice-versa. Et donc, ceux qui avaient à l'époque estimé que ça n'irait pas loin parce qu'il n'y avait pas d'idéologie ont aujourd'hui raison. Et ces deux formations leur donnent pleinement raison. Mais moi, ce que je voudrais quand même retenir, c'est que c'est maintenant que les failles du système partisan se révèlent au grand jour. Et il est difficile qu'à cette étape, on puisse les corriger. Mon confrère disait tantôt qu'à l'Assemblée nationale, on a essayé de trouver une tournure pour freiner un peu la transhumance. Je dis, ça ne servirait à rien. On a vu un maire déclarer le week-end dernier et qu'il retrouverait son siège à l'Assemblée. Peut-être pour faire un peu de chantage. Peut-être pour faire du chantage ou bien pour faire paniquer son suppliant. Parce qu'il ne doit pas être sincère en disant cela. Et donc, moi je dis, cette formule n'est pas la meilleure. Le système partisan est à revoir sur le temps. Ce n'est pas en quelques mois ou en quelques semaines qu'on met en place des réformes aussi majeures et s'attendre à en avoir les résultats meilleurs. Alors, un texte de loi ou plusieurs autres bien pensés ne pourrait-il pas régler le problème de transhumance politique? Oui, absolument. Vous savez, il ne faut pas rester pessimiste par rapport à cette question-là. Moi, je me disais qu'avec l'avènement de la nouvelle charte des partis politiques, qu'on allait quand même faire d'une pierre deux coups en réglant une fois pour de bon cette question-là. Parce que tant que le militant n'est pas convaincu, n'est pas figé quelque part, et s'il y a toujours
ces jeux-là on va vers quel bloc, on va vers ci. C'est le problème d'instabilité qui se pose. Et je demande dans ce schéma-là, dans ce tableau, si ce n'est pas la même chose qui perdure autrement. Bon, finalement, c'est comme si la réforme du système partisan se résout au fait que les petites formations politiques qui existaient sont allées vers de grands ensembles. Le problème ne doit pas se résoudre à cela. À côté de ça, il faut résoudre le problème de la conviction politique. Il faut résoudre le problème de la stabilité même du leader, de l'acteur politique. Si l'acteur politique, il lui est loisible d'aller vers A vers B, de telle branche à telle branche, je me demande si forcément ça garantit une éthique et une morale au sein de la politique. Donc, véritablement, les acteurs doivent y réfléchir parce que tant que ce problème-là n'est pas réglé, je trouve que tout ce qu'on aura consenti comme effort reste encore à revoir. Une majorité plus qu'écrasante à l'Assemblée nationale, le mandat qui court toujours, Patrice Talon, toujours une occasion en or de se rattraper pour régler une fois pour toutes la question de la transhumance, vous pensez? Moi, ce que je reproche à cette démarche, c'est la précipitation, la fébrilité qui les précède. Vous l'avez dit, mais le temps que l'homme a devant lui ne lui permettra pas, il faut être sincère, il s'agit de problèmes, il y a de problèmes d'idéologie, parce qu'il a dit, mon confrère, et j'ai eu l'impression qu'il s'est contredit en disant, ils n'ont pas suffisamment d'idéologie. Peut-on se forger une idéologie en 1 an, en 2 ans? Non, mais il faut commencer quelque part. Ah, très bien. Dans ces conditions, donner le temps à ces réformes ne serait que chose correcte, chose bonne. C'est ce que moi je suis en train de constater. Et le mandat du chef de l'État court vers sa fin. Va-t-il mettre le reste du temps à forger ou à arranger encore le système partisan qu'on a vanté il y a quelques mois ici comme étant un succès extraordinaire, un succès planétaire dont s'inspire déjà, parce qu'on a vu les députés aller dans d'autres pays, venir nous dire ici que même les pays qu'on croyait de forte démocratie veulent s'inspirer de l'exemple du Bénin. Mais je constate aujourd'hui que ce n'est que du bluff. Et bien donc, si le chef de l'État choisit de contacter le Anago, on n'a plus beaucoup de temps, si vous devez conclure, par rapport à ce défi à relever. Je voudrais conclure en disant ceci, c'était une grosse erreur, et il ne faut pas avoir mal aux yeux pour le voir, pour l'avoir et la reconnaître. Maintenant, il faut prendre le temps qu'il faut, même si ce n'est pas à l'avènement de ce régime, pour corriger et mettre en place un système partisan, efficace, efficient. Oui, Gabil, le défi désormais autour de la question du système partisan, spécifiquement la question de la transhumance. Oui, amener les partis politiques à véritablement former leurs militants, leur faire intégrer, leur faire appréhender véritablement l'idéologie de la formation politique pour qu'ils se sentent vraiment, qu'ils intègrent un peu l'esprit qui a guidé la formation de la formation politique, qu'ils soient véritablement imprégnés des objectifs de cette formation politique-là, pour que même les intérêts pécuniaires ne viennent pas prendre le dessus sur la conviction politique. Merci à vous, Gabin Goubé. Merci également à Jos Pezoanago. Un grand merci à notre réalisateur du jour, 100% Bénin. On va s'en arrêter là sur cette citation de l'écrivain français François Mauriac. Notre vie, dit-il, vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts. À la hauteur des efforts fournis, vous aurez à cueillir les fruits qui vont avec. Prenez soin de vous et jamais les bas brécis, mais toujours debout. À très bientôt.